troisième, c'est Rich Shepard, qui est allé aux Rockets, qui a été drafté assez haut. Alors, je crois qu'on avait déjà parlé un peu avec Baptiste en cours d'année. On avait fait 2-3 pastilles, parce Baptiste aimait beaucoup à Kentucky ce qu'il avait vu. Mais je peux te lancer. Alors, Rich Shepard, qu'est-ce que c'est? Moi, si tu veux, j'ai un peu l'image de Jimmer Fredette 2.0. Vas-y, essaie de me convaincre. Rich Shepard, c'est Monsieur Propre. Rich Shepard, c'est le role player parfait que tu veux dans ton équipe. Rich Shepard, c'est un arrière, meneur arrière d'1m91 qui était pas du tout destiné à être une star cette année, qui était vraiment le prospect de Kentucky le moins en vue de ce recrutement énorme de Calipari comme chaque année. Enfin, feu Calipari à Kentucky puisqu'il maintenant il est à Arkansas. Oui, il est pas mort, hein. C'est juste qu'il est plus à Kentucky. C'est ça, oui, non, mais c'est une page qui se tourne pour les Wildcats. Et donc, Rich Shepard, c'est un joueur qui, déjà pour son background, son papa, joueur de Kentucky, most outstanding player à Kentucky. Maman, c'est la meilleure intercepteuse, je sais pas trop comment on dit. En tout cas, elle a volé beaucoup de ballons pour l'équipe de Kentucky aussi, donc un vrai pédigré aux Wildcats, et donc le choix était pour lui tout naturel, et c'est un garçon qui a cette année tourné à plus de 50% à 3 points, avec un haut volume de tir, et qui a tourné à 70% au cercle, alors que tu te dis quand tu le regardes que c'est un facteur et qu'il ne va jamais pouvoir toucher l'arceau. Et ce joueur, ça a été vraiment, je pense, pour Houston, un peu à l'image de Keegan Murray à Sacramento il y a quelques années, le choix de l'efficacité. Houston s'est dit, ok, le talent, on l'a, on a nos pièces majeures, on a nos jeunes, on a pris des gros potentiels, même un peu plus tardif avec Tyrese et Cam Whitmore ces derniers temps. On n'a pas besoin d'un talent, on veut apporter de l'efficacité tout de suite. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque une rotation sur le poste 1-2 sur le banc, et t'as Rich Shepard qui est là. Et Rich Shepard, du coup, comme je l'ai dit, gros volume de tir, très forte efficacité. C'est un joueur qui perd peu de ballons, qui a un ratio assist turnover à plus de 2, et qui a des mains ultra agressifs en défense. Donc c'est un joueur qui a plus de 2 interceptions par match, je crois, et c'est pas tenter de voler la ligne de passe, quoi. C'est vraiment une teigne sur l'homme. Donc parfait quand t'es une équipe qui vise les playoffs, qui peut faire la bascule. Donc pour dire 20 ans à peine, comme tu dis, freshman, cette année, 20 ans à peine, il fait 6'2 de taille, donc 1m88 sur votre site d'envergure, envergure.co, allez-y. Et puis pas tant que ça d'envergure de bras non plus, donc peut-être un côté taille envergure un peu limité. On est plutôt sur 6'2, ça va, hein, c'est largement la taille des meneurs, mais voilà, si les meneurs ou arrière, ce sera pas non plus hyper imposant. Et puis oui, juste tu dis aussi par rapport à son classement lycéen un peu sorti de nulle part, je vois que sur le fameux RCSI, le consensus de tous les classements lycéens de plein de sites différents, il était 44e de cette année, donc assez bas pour le coup, pour se retrouver donc même pas quelques mois plus tard drafté très haut, alors que dans sa cuvée de lycéens, il y avait donc Justin Edwards aussi à Kentucky, 2e meilleur lycéen du pays, Aaron Bradshaw, 3e meilleur lycéen du pays aussi à Kentucky, DJ Wagner, numéro 7 à Kentucky, et même Rob Dillingham, dont on va parler un peu, je pense aussi. Grosso modo, les forces concrètes sur le terrain, c'est quoi? C'est notamment shoot et passing, c'est ça? Ouais, shoot, défense, efficacité. Rich Shepard, tu vois, c'est un gars qui a profité des blessures. Il y a eu des blessures de jeu, t'avais un deuxième arrière, donc j'ai perdu le nom, ancien d'Illinois State, Antonio Reeves, qui maintenant tout est contract aussi, donc t'avais beaucoup de joueurs sur ses postes arrière, et donc DJ Wagner, tu l'as dit, qui était énorme star, et Dillingham, et en fait, Calipari se disait, moi je veux gagner des matchs quand même, et il y a un garçon, il rentrait, et il faisait gagner le match, c'était Rich Shepard, donc on est plus de 50% à 3 points, et pas que du catch and shoot, notamment sur le pull-up, il était à plus de 60% de réussite, sur les tirs en sortie de dribble à 3 points, 70% de réussite au panier, ce qui est un chiffre incroyablement élevé pour l'université quand t'es pas un intérieur, parce que vous regarderez Rich Shepard en détail, ça, c'est pour les gens comme toi et moi qui faisons du 0,5 sur des vidéos, c'est qu'il a une capacité à désaxer et à protéger sa balle et à trouver des angles de lay-up incroyables. Enfin, c'est vraiment sublime à regarder, et en défense, c'est le joueur que tu vas mettre toujours sur le meilleur porteur de balle arrière, pour pouvoir tuer le point of attack. Oui, donc c'est vrai que
J'ai parlé des mensurations physiques un peu limitées. Le bon point aussi, c'est je crois qu'un steal percentage qui est record, hein, ou pas loin en tout cas, qui est énormissime en NCAA. On avait aussi un peu expliqué déjà que bon, il faudra pas s'attendre à 5 ou 6% également en NBA, hein, les standards sont quand même plus élevés en termes de steal percentage. Mais il y a un peu ce côté il compense un peu ce qu'il a pas en envergure de bras par tout ce qui est intelligence de jeu, instinct et voilà, ce côté playmaker défensif en fait. Clairement, bah, je t'ai dit, maman est le leader all-time des styles à Kentucky. Ouais. Donc je pense il a été formé à bonne école, quoi. Tu vois, le mec qui veut dribbler un peu trop, bah il l'attaque tout de suite. Des fois il a ce truc vraiment ultra vicieux, il se recule un petit peu et donc il laisse le joueur s'avancer vers lui et d'un seul coup il attaque vers l'avant la balle pour aller la récupérer. Donc il y a vraiment tu vois, c'est une feinte mentale, quoi. C'est un garçon qui va provoquer ses interceptions, et on peut parler après de ses points faibles. Il sait qu'il va avoir du mal dans la navigation écran, à la rotation de la hanche, c'est un peu son point faible défensif, et donc il va vraiment te donner une direction et attaquer ta main pour te mettre en problème, et il a tué tous les meilleurs porteurs de balles adverses universitaires qui étaient bien plus athlétiques que lui. Ouais. Et à quel point tu penses que globalement la question de la défense peut être un problème ou pas? Parce que ça, c'est vrai que, comme je te dis, on a entendu beaucoup parler de cet aspect d'interception, le côté créer des turnovers, le même avec cet aspect de malice, de pas juste, je suis sur la trajectoire du ballon, pardon, mais j'arrive à provoquer, à manipuler les attaques et à créer le truc. Mais à quel point tu penses qu'on peut être inquiet ou pas en termes de défense? À quel point, au contraire, on peut être assez haut? Enfin, je veux dire, on sera sur un mec qui est, ok, t'es un bon intercepteur, mais tu vas être petit, tu vas te faire cibler, donc plutôt valeur négative. À quel point on est plutôt au contraire de, non, mais finalement, ça peut quand même pas mal tenir la baraque en défense on ball notamment. Enfin, où est-ce qu'on se situe un peu d'un côté le playmaking défensif, ok, mais de l'autre un peu ce qu'on peut appeler un peu le niveau réel. Tu le projettes un peu comment ça sa viabilité défensive? Là, je pense que ce sera un bon défenseur. Parce que D'accord. il est puissant au sol, il scoute tous ses joueurs, enfin, il scoute vraiment tous ses joueurs, donc il sait qui peut envoyer main droite, qui peut envoyer main gauche quand il faut passer sous l'écran ou pas. C'est un gars, on voit que son système défensif, il est vraiment effectué en fonction du joueur qu'il est en face de lui. Donc, il sait ce qu'il doit faire sur le terrain, il est puissant. Pour moi, la seule limite, c'est les écrans loin du ballon où il se fait un peu encaisser, il a du mal à traverser et donc ça va demander un développement physique et puis continuer de travailler, mais c'est un joueur, il ressemble, il me fait penser à Kirk Heinrich un peu, tu vois, dans le côté défensif. Alors là, faut remonter dans les années 2000, hein, pour les gens qui nous suivent, mais qui était pas cet énorme athlète de base, mais qui était un excellent playmaker défensif, et il y a similitude. Alors c'est toujours facile, le wild guy du Kansas, mais ou du Kentucky, mais il y a vraiment des grosses vibes de Kirk Henrich quand je regarde notre ami Will Shepherd défendre. Mais t'as pas trop d'inquiétude par rapport à ça, parce que en même temps, je te fais confiance, et aussi, je pense que si elle a été draftée haut, c'est que le mec à Houston se dise, ça va pas être tant un problème que ça, mais en tout cas, moi, dans la théorie, je me dis, bon, un mec de 6-2, l'attaque, ok, très bien, mais en fait, tout ça ne peut marcher et tout ça ne peut être intéressant et même viable que si ça passe en défense, quoi. Parce que je fais exprès de parler de Jimmer Fredette à l'époque. Alors bon, il s'est un peu planté, Sacramento et tout, il y a plein de raisons, mais il y a aussi ce style de joueur, c'est aussi fort sois-tu en attaque, si derrière la position d'après tu nous rends tout en défense et que tu coûtes trop de points, c'est pas intéressant. Mais donc pour moi, j'ai l'impression de loin que ça pourrait être un peu le point de bascule, en tout cas un des points de bascule de sa carrière, c'est cette viabilité défensive. T'as quand même l'air de dire donc c'est plutôt optimiste alors. Ouais, moi, franchement, tu vois, je l'ai vu défendre des mecs de 6-5, 6, en gros de 6-3 à 6-5, tu vois, dans la S, Ouais. ici, qui est assez relevée, et je l'ai pas vu se mettre en défaut, se faire prendre en défaut. Il a été pris vraiment sur des écrans de mammouth, de très gros gars, et il a été un peu plus attaqué là-dessus, mais ça a été toujours le meilleur défenseur extérieur de son équipe. En tout cas, il a même défendu, tu vois, des ailiers en switchabilité, et quand il y avait un gars en face à stopper, c'est Derrick Shepard qu'on envoyait dessus. Donc je pense que si Houston va prendre, parce que tu vois, il y a Fred VanVleet par exemple, il y a Jalen Green qui sont pas forcément des foot de guerre défensifs, Fred VanVleet plus par limitation physique aussi, mais c'est qu'ils se sont dit, ok, Will Shepard peut nous donner des très très bonnes minutes, Ouais. de façon
très rapide. Il est pas aussi agressif et trash talker qu'un Davion Mitchell, qui était un excellent défenseur, tu vois, à Baylor avant et qui a été prêt à Sacramento pour ça. Euh, mais en termes de gabarit physique, j'ai pas non plus tant d'inquiétude. On va dire que Mitchell, c'était plutôt le. Enfin, pour moi, Shepard, d'après ce que tu dis, le playmaking et tout ça, c'est un peu le hyper intelligent et un peu peste Ouais, défensive. Là où Mitchell, c'est vraiment le défenseur élite on-ball en fait. Hein. Bon, malheureusement, il n'y a pas, y a pas l'attaque, donc c'est pas trop viable au final. Mais c'est un peu un style différent de défense. Et bon, depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher et ça me dérange parce que j'aime pas trop faire des. Voilà, dans le scouting, on dit toujours, il faut pas trop faire des comparaisons. Même couleur de peau, c'est un peu facile, quoi, tu vois. ouais, Mais tout ce que tu me décris, je vois un peu d'Austin Reeves, quoi. Cet aspect de pas hyper athlétique, mais un sens du jeu, une intelligence de jeu et surtout, en fait, un savoir-faire. C'est pour ça que moi aussi j'aime beaucoup Austin Reeves. C'est que, bah voilà, il paye pas de mine, mais en fait, tu le regardes jouer, tu dis, ah ouais, il sait jouer, il sait comment mettre son mm, corps, il sait comment dribbler, il sait comment. Bah, tu parlais des layups, c'est un peu pareil, la maîtrise des timings, de comment est-ce que la défense, si j'attends une seconde de plus ou une demi-seconde de plus, ça va s'ouvrir à cet endroit-là. Enfin, il y a vraiment un savoir-faire qui, en un sens, est un peu plus important même que parfois certains Uber athlètes, tu sais, qui, ok, t'es explosif, mais tu sais pas lire le jeu, tu sais pas comment attaquer, tu sais pas quand, etc. Et donc t'en fais rien, quoi. Donc c'est un peu facile à cause de ça, la couleur de peau et des comparaisons comme ça. ouais, mais c'est dur, hein. C'est un vrai truc, hein. C'est un vrai truc, excuse-moi, je te coupe, mais Non, vas-y. quand on fait beaucoup des podcasts, t'es là, et à chaque fois que je lance un truc, j'essaie de me dire, alors, c'est surtout le cas quand t'as un joueur blanc, ne pas le comparer à un joueur blanc, mais malheureusement, ça revient très régulièrement. Tu vois, parce que là, j'ai pas d'Alex Caruso, et pareil, on est sur encore un joueur Oui, blanc, donc, j'y ai pensé aussi pour l'interception, je me suis dit, mince, il est blanc aussi. c'est ça. Non, mais je crois que c'est Daryl Morey qui en parle beaucoup aussi de ça, et Daryl Morey qui interdit à ses scouts dans le front office de faire ça. Non pas que parfois il peut y avoir des vraies ressemblances, il dit c'est juste qu'en fait on est humain, on a tellement de biais que si on se met une règle pour pas le faire, on arrive à trouver d'autres d'autres comparaisons. Non mais bref, sur ce côté, oublions la comparaison, mais si tu veux, mais sur le côté savoir-faire, c'est un peu ça, quoi. C'est pas le mec explosif, c'est pas le mec hyper grand, hyper long, mais t'as l'air de dire c'est un mec qui, en termes de création, sait un peu comment jouer. Et alors, l'autre question, c'est, bon, viabilité défensive, premier point de bascule. Le deuxième qui m'intéresse, c'est à quel point toi, tu le vois aller taper haut en termes de création offensive. Parce que Mm. j'ai l'impression que le shoot, dans le pire des cas, bon, bah, ça peut être un role player sympathique, shoot, ok, un peu off-screen, un peu catch and shoot, ok. Mais à quel point tu penses qu'on peut avoir affaire à un vrai créateur offensif, ou est-ce que ce sera juste un peu le lieutenant un peu plus? Ah, c'était un peu, tu vois, ce sujet quand on parlait de dissonance chez Envergure, je suis pas un amoureux du dribble de Rich Shepherd. D'accord. C'est pas un excellent premier pas. C'est pas un mec qui a changé, pour moi, montré assez de changement de rythme. Tu vois, capable de décélérer, accélérer, qui pour moi n'a pas montré assez de changement de direction non plus. Mais d'autres gars comme Manu chez nous me disent non mais quand tu regardes vraiment les actions, en fait, il arrive toujours à naviguer, à trouver son chemin vers le panier. Et c'est vrai qu'il y a un échantillon de match intéressant pour ça. C'est quand Darwan Wagner, qui est un porteur de balle exclusif, qui a pas de création, enfin qui a pas de shoot extérieur, et qui était le meneur on-ball de cette équipe de Kentucky se pète, et ben c'est Will Shepherd qui a toutes les responsabilités balle en main et qui appelle tous les systèmes et qui joue tous les pick and roll. Et en fait, ça tourne et ça roule. Et comme il a une menace à son tir, et ben il communique très bien avec ses grands qui posent l'écran. Et il leur trouve toujours des très bonnes passes et il les met en valeur et donc les défenses commencent un peu à se redescendre et lui il en profite pour mettre ses shoots. Donc bah alors, encore une fois, il y a un joueur dans son équipe, Fred Van Vliet, qui à Wichita State à l'époque, jadis, n'était pas un excellent, un énorme athlète Non. et qui en fait qui savait très bien naviguer, créer son propre tir et se mettre en valeur. Et il y a un peu ce côté-là chez Rich Shepherd. Euh, Tu sais où il va aller, tu sais ce qu'il va faire, mais ça va quand même bien fonctionner. Donc pour moi, c'est plus de la sortie de banc, c'est plus de l'option secondaire, c'est plus de l'organisation, remonter la balle et après débloquer si affinité, mais je ne vois pas pour moi un potentiel de vraiment mec qui va organiser au très 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 haut niveau dans des matchs compliqués. Certains chez nous y croient un peu plus, mais mais l'option c'est quand même plus titulaire role player mais pas star offensive. Ouais.
c'est marrant, tu parles de Fred VanVleet. Moi, je me souviens de Fred VanVleet à Wichita State, mais je m'en souviens surtout que c'est pas lui qu'on attendait en NBA, en fait. Nous, on attendait Clay Anthony Early et Ron Baker, et au final, c'est lui qui a un peu progressé, mais là où c'est intéressant, c'est que justement, tu vois, VanVleet non plus, il a pas trop de top mensuration, il est encore plus petit, hein, je crois, Fred VanVleet. Hein. Il est autour des 6 pieds à peine, ou 6'1 de haut, grand maximum. Mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus, on peut pas trop prévoir, quoi. Nous, on peut, enfin, toi, tu peux nous dire, bah, là, il a telle qualité, etc. Mais en fait, il y a des joueurs qui, dans un certain rôle, et même s'ils n'ont pas telle qualité, ils arrivent à pousser le niveau assez loin, et certains un peu moins, évidemment. Mais c'est vrai que, donc, on peut partir sur un scénario, un espèce de scénario réaliste de, bah, c'est un très bon joueur, mais peut-être pas niveau All-Star, et un scénario optimiste où, bah, malgré tout, il arrive à pousser le curseur au maximum sur chacune de ses qualités, et ça donne peut-être un All-Star ou All-NBA dans vraiment le scénario idéal, quoi. Pour moi, la limite, tu vois, ça va être... on avait fait l'erreur sur Jalen Brunson de façon très collégiale, Ouais. envergure. On n'y avait pas tant cru que ça. Et un truc que j'accorde le plus d'importance au fur et à mesure, c'est à quel point ton corps est tanké et à quel point tu arrives à faire reculer ton défenseur et à t'arrêter pour marquer. Pour ça que j'étais très amoureux de Cam Thomas, par exemple, qui est un fou furieux complet, mais j'avais rarement vu un joueur aussi puissant et qui s'arrêtait aussi fortement, tu vois, et qui créait son décalage comme ça. Tu sais qu'il a fait une assist en 2024, Cam Thomas. Ah non, pardon, c'était en 2023, excuse-moi, je confonds. Ah oui, Cam Thomas, j'avais écouté le podcast avec JJ Redick, quand JJ Redick était encore podcasteur et pas coach des Lakers, et ouais, il disait, moi, il y a pas de mauvais tir, moi, je prends le shoot tout le temps. Et à LSU, c'était catastrophique, hein, c'était dramatique cette équipe de LSU en termes de passing, mais j'aurais adoré ce mec et c'était un get bucket. Reed Sheppard dans ce profil pas forcément le plus rapide sur le démarrage et tout, il manque pour moi encore de ce côté, je peux m'arrêter, je peux faire reculer, je peux encaisser du contact en fait et déclencher quand même mon geste et chercher des fautes. Donc voilà, pour ça que j'arrive pas à y croire autant que ça. Maintenant, je suis convaincu que ça va être un très bon role player à Houston et que Houston va gagner plus de matchs grâce à Reed Sheppard. Je trouve le fit pour le coup, puisque c'est ça qu'il visait, hein, il visait pas peut-être le fit parfait pour cette équipe des Rockets. Bah, disons qu'en plus, on peut dire, il est jeune, il a que 20 ans. Bon, t'as des mecs qui en effet se renforcent. Hein. Bah, d'ailleurs, VanVleet, hein, qui est devenu extrêmement puissant, même s'il était déjà un peu à la base. Mais... Et puis t'en as d'autres, bah voilà, il a quoi? Il a 24-25 ans déjà, Taylor Herro. Bah, Herro, il a pas pris de muscle. Alors qu'à une époque, il avait 20 ans. À une époque, on pouvait dire, il a 20 ans, il est fin, mais il va vieillir, quoi. Donc c'est vrai que c'est jamais une valeur sûre. Mais non, mais j'aime beaucoup aussi Jalen Brunson en termes de comparaison, cet aspect de je suis petit, donc j'ai pas les atouts physico-athlétiques d'élite, mais ce savoir-faire, quoi. Question de timing, angle, voilà, comment jouer, mais comme dit aussi, si tu doutes un peu plus du dribble, c'est vrai que ça, on n'est pas sur le même cas que Brunson, qui a développé aussi un dribble qui était de très haut niveau. Et l'autre question, alors, par rapport à ça, dernière, et après, promis, j'arrête, mais le niveau de shoot, alors, à quel point est-ce que tu le projettes en bon shooter? Parce que c'est vrai que ça peut faire beaucoup, quoi. Tu vois, en fait, j'ai toujours de suite pensé tout à l'heure à Austin Reeves, pas que pour le style de jeu, quand tu as parlé du savoir-faire et du QI basket, mais aussi par rapport à l'efficacité, où il nous a fait, c'est un mec qui a toujours été efficace, enfin depuis 2 ans en tout cas, depuis qu'il a un vrai rôle. Et tu vois, il nous a fait une campagne 2023, il était à 40% à 3 points, 80% au panier. Donc ça me rappelle un peu ce que tu t'énumérais tout à l'heure. Et en un sens, ça peut aussi, je pense, déterminer à quel point Sheppard et sa création peut être bonne. C'est que si c'est juste un shooter bon, mais voilà, sans plus, bon ok, ça fait un joueur sympathique. Mais est-ce qu'on peut rêver d'avoir genre un mec qui va titiller les 40, 41, 42% à 3 points sur des énormes volumes, ou est-ce qu'on est quand même pas sur cette zone de shooter à la Klay Thompson et autres, quoi? Alors je profite juste parce que tu me parles d'Austin Reeves et tout, et Austin Reeves quand il était jadis, encore une fois, il faut que j'arrête d'utiliser ça, à Oklahoma, il shootait jamais. Oui. C'était un fort dribbleur, il mettait des crosses de ouf, c'était un mec qui avait toutes les responsabilités balle en main, et on avait lancé une série qui s'appelait Underdogs sur Envergure, où on parlait des joueurs pour du second tour two-way, et peut-être, donc on a fait 8 épisodes,
je crois cette année-là, et sur les 8 épisodes, j'ai présenté 8 joueurs, il y en a 7 qui ont arrêté de faire du basket. Et il y a Austin Reeves qui a performé. C'était toujours cette question de mecs qui ont beaucoup le ballon en NCAA. On avait un peu parlé la dernière fois, mais beaucoup de ballon en NCAA. Est-ce que ils peuvent devenir des shooters Ouais. au niveau supérieur? Et Ouais. est-ce que les shooters qui sont que des shooters, en fait, on va être pris? Ben, on voit que non. On va plutôt prendre des mecs qui étaient des stars en niveau en dessous. Pour revenir sur Reed Sheppard, je pense vraiment qu'on peut avoir un gars qui va être au 40% à 3 points Ok. de carrière. C'était un excellent tireur au lycée. À Kentucky, quand il joue peu, il met ses shoots dans les corners. Quand il joue plus, il met ses shoots. Et puis il y a un chiffre qui est vraiment pour moi intéressant, c'est qu'il a été plus efficace sur du pull-up que sur le catch and shoot. Alors il a pas pris tant de pull-up que ça, mais ça montre qu'il y avait plusieurs dispositifs de tir. Il a été bon dans les sorties de course, dans les floppies, dans les pin down et tout. Il a été bon à la distance NBA. Il a déclenché très très vite. Ouais. Il a joué des fois 18 minutes, des fois 35 minutes, et il a quand même été à plus de 50% à 3 points. Donc un gars qui est aussi propre toute l'année, pour moi ça a quand même des valeurs, des indicateurs de très positifs. Genre, faut que je regarde la QV là comme ça, mais honnêtement je pense pas qu'il y ait 3 mecs qui tirent mieux que Reed Sheppard de cette QV. Ah ouais, d'accord. À ce point. Zachary Rizaché et Reed Sheppard sont peut-être les 2 meilleurs shooters de la draft. Mais on en parlait la dernière fois, le fait qu'il y ait une diversité dans le tir fait aussi qu'on peut peut-être un peu plus se fier à des pourcentages très hauts sur un échantillon très court. C'est pas juste le mec qui fait un 40% ou un 50% à 3 points, mais que des catch and shoot voilà, dans son fauteuil, quoi. Le fait que, comme tu dis, qu'il est capable de shooter de plein de manières différentes, ça renforce un peu l'idée, en tout cas les promesses là-dessus, j'ai l'impression aussi, quoi. Ouais, clairement, c'est un garçon qui dans tous les secteurs, et quand on regardait la shot charts, ben voilà, c'était rouge partout. Il y avait pas Ouais. de problème de quand je reçois la balle main forte, et je vais dribbler, main faible je vais shooter. Vraiment, c'est un garçon non qui était en efficacité et qui a aussi pu dans un truc un peu ce qu'on fait Derek White et autres, être poseur d'écran. Tu vois, pour des arrières qui vont porter le ballon et ensuite ils vont popper dans des systèmes de hands et tout avec un intérieur et shooter. Donc c'est un garçon qui sait faire plein de choses que je vois vraiment s'éclater à Houston avec tous les compléments qu'il y a autour et tous les profils de basketteurs qu'on peut mettre autour de lui. Est-ce qu'on serait pas sur une espèce de Devin Booker, enfin Devin Booker, pas le joueur, je veux dire, mais par rapport à ce qu'a fait Calipari avec Devin Booker à la fac, l'espèce de bon bah lui il a du shoot, donc je vais l'utiliser un peu comme si c'était Ray Allen, quoi. Doc Rivers il fait ça aussi, hein. Doc Rivers, c'est qu'il a un bon shooter, il le fait faire que des floppies, quoi. Mais ce qu'on avait vu, c'est que Booker, du coup, si tu suivais pas très bien la draft à l'époque, tu te disais ah ouais d'accord, c'est un shooter en sortie d'écran, etc. Alors qu'en fait c'était un mec hyper complet et beaucoup plus porteur de balle. Je sais pas, je te questionne, mais d'après ce que tu me dis, en plus, tu as décrit un peu la physionomie de la saison où tu dis qu'au début, il était un peu plus rôle mineur, peut-être pas, mais pas majeur, et ensuite rôle majeur d'un coup. J'ai l'impression qu'on retrouve aussi certaines des mêmes qualités bon, au-delà de l'utilisation de Calipari, mais le mec qui peut un peu tout faire, qui est porteur de balle, mais pas que catch and shoot, pas que screen, quoi. Malgré ce biais de stéréotypage parfois de le shooter blanc, il y a un peu ce côté où il peut déjà un peu tout faire, pull-up, sortie d'écran, etc., quoi. Ouais, c'est un garçon qui a su montrer de la diversité, qui vraiment a pris sa chance qu'on lui donnait, et c'est lui qui finissait les matchs, et alors il s'est trouvé pour la March Madness, il a, voilà, le match, enfin, de toute façon, March Madness c'est éliminatoire, mais les gens se sortent sur une image où il a banané, il a fait beaucoup de ratés au shoot, mais maintenant il a été très efficace sur la saison, et c'est un garçon dont l'impression visuelle, l'œil, témoigne pas de sa réussite. Quand tu le vois jouer, jamais tu te dis qu'il a 70% au panier. Et il a 70% au panier. Ouais. Donc voilà, tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Ouais, donc il fait tout bien, mais il n'y a peut-être pas un plafond hyper haut, c'est juste qu'il va toucher à tout, il va tout bien faire, mais peut-être pas à un niveau top 10 NBA, quoi, grosso modo. C'est ça, c'est ton complément, c'est ton 6e homme là à Houston, et tu vas très vite, tu peux le faire jouer parce qu'il va t'écarter du terrain, il va te donner du spacing, et puis t'as des playmakers autour, et si ça se passe bien, que Fred VanVleet à la fin de son contrat, quand il aura 33 ans et qu'il prendra 45 millions, tu as envie de continuer l'aventure, tu peux avoir un relais assez safe si tu penses que tu as d'autres pièces qui vont pouvoir faire plus de création que lui, en espérant que Jalen Green prenne ce rôle-là, Jalen Green devienne le basketteur qu'on attend qu'il devienne.
On est d'accord, hein, on n'a pas trop développé le passing, mais passing sympa, mais pas créatif génial, quoi. C'est pas genre Trion qui, malgré sa taille, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est un passing sympa, mais c'est pas catégorie élite. Non, c'est pas funky, c'est pas flashy, c'est propre, C'est le basique. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il envoie quand même le ballon là où le joueur doit être pour marquer et pas là où le joueur est. Moi, c'est un truc auquel j'attends beaucoup d'importance, tu vois, le côté un peu quarterback. Ouais, les quarterbacks, ils disent, ils lancent le joueur ouvert. C'est ça, ouais, la formule, elle est cool, bah, faut que je te la vole. Quand ton pivot il roule au panier, ben tu lui envoies pas la balle dans son rôle, tu veux éviter qu'il maximum qu'il pose la balle au sol, et ben voilà, tu vas l'envoyer le plus près du cercle, et donc tu vas lui faire confiance, et ça, Will Shepherd, il le fait bien. Donc, pour moi, c'est un indicateur positif, et il perd pas de ballon. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.